Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 mars et vous êtes sur France 3 Centre Val-de-Loire pour partager une jolie tranche de solidarité, de découverte de bons plans et d'initiatives 100% locales avec Ensemble c'est mieux, votre rendez-vous quotidien. On a besoin de vous pour écrire cette émission, vos bons plans, vos idées, vos suggestions pour mettre une association en avant. Eh bien c'est le moment de le faire, comment? Par mail tout simplement à l'adresse cvdl@ensemblec'estmieux.fr, sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 ou par téléphone au 0805 383 383. Bonjour Émilie, bonjour Charlie. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous? Ça va très très bien, je suis en pleine forme. Bon, on est ravis de le savoir. Super. J'ai bien déjeuné ce matin, hein, tout va bien. Oui, ça va bien. Alors, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la plomberie? D'accord. Ouais. Ok. Oui. Bah, Ça vous embouche un coin, sans mauvais jeu de mots. Hein. Dédicace à Tous les plombiers. Le sourire du plombier, on l'adore, bien évidemment. Voilà. Alors, vous allez un petit peu moins rire parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est la journée mondiale de la plomberie. Parce que selon les Nations Unies, bien les maladies liées à la consommation d'eau insalubre tuent chaque année plus de 3 millions de personnes donc c'est pas dans le monde. Donc voilà, ça fait sourire au début, mais c'est beaucoup moins drôle. En tout cas, voilà, on salue tous nos amis plombiers qui sont bien utiles. Et on va tout de suite découvrir sans transition le sommaire du jour en images, bien évidemment. Plastique en tout genre, plaques de fibrociment amianté, huile de vidange, pneus du Mont-Gerbier de Jonc à Saint-Nazaire. Ce sont 1000 mètres cubes de déchets qui sont ramassés tous les ans sur les bords de Loire par les bénévoles de l'opération J'aime la Loire propre. On fera le bilan avec Émilie et son fondateur. Le tourisme collaboratif. Charlie nous emmène à la rencontre des Greeters, ces hôtes bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes en leur proposant une découverte authentique, insolite et personnelle de leur coin, leur quartier, leur ville dont ils sont fiers et passionnés. La trêve hivernale s'achève le 31 mars prochain. Alors quelles sont les conditions, les bénéficiaires de cette trêve et puis quelles sont les démarches à suivre quand on est concerné? L'occasion pour nous de revenir sur cette loi mise en place par l'abbé Pierre suite au terrible hiver 1954. Voilà pour le sommaire du jour et tout de suite on va retrouver Héloïse qui se trouve à la collégiale Saint-Ours de Loches. Il s'agit d'une très belle église romane, donc du Moyen-Âge, mais qui je crois a besoin d'un petit coup de pouce. C'est d'ailleurs pour ça qu'Héloïse est sur les lieux. Bonjour Héloïse, comment ça va? Oh, on entend les tourterelles. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, ça va très très bien, mais oui, il nous manque quelques petits degrés et un brin de soleil, mais c'est pas grave, on reviendra, je suis sûre qu'il va arriver bientôt ce soleil. Effectivement, ce matin, je vais faire comme les invités de Charlie, je vais me glisser dans la peau d'un greeter pour vous faire découvrir toutes les pépites du patrimoine lochois ici en Indre-et-Loire. Il y en a plein, mais ce matin, je vais quand même me focaliser sur un édifice, un monument, vous le voyez, c'est ici, c'est cette collégiale Saint-Ours absolument somptueuse, vous l'avez dit, église du Moyen-Âge qui a été édifiée au XIIe siècle, plus précisément. Et qui a vu passer ici tout un tas de personnages illustres, qui a aussi vu passer les siècles et le temps. Et évidemment, le temps a fait son œuvre. Il a un petit peu dégradé cet édifice, un petit peu beaucoup. C'est pour ça que ce matin, on a besoin de vous. C'est pour ça que ce matin, on va vous raconter son histoire. On va vous montrer aussi l'état dans lequel se trouve cette collégiale. Et on va vous expliquer qu'il y a un énorme projet de sauvegarde qui est en train d'être mis en œuvre. 6 millions d'euros à financer. Bien sûr, on va avoir besoin de vous. J'espère que vous allez être aussi enthousiaste que moi quand vous allez découvrir cette petite merveille. Oh que oui, nous avons déjà l'eau à la bouche. À tout à l'heure, Héloïse. Mon Charlie, comme chaque jour, eh bien, nous allons prendre une question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Et aujourd'hui, on va parler de ces ambassadeurs bénévoles passionnés par leur ville, leur lieu. Ce sont les Greeters. Oui, vous pourrez le faire Héloïse. Hein. C'est parti. Est-ce que notre ambassadrice ici, c'est Héloïse, évidemment. Là, c'est Zoé de Châteauroux qui nous a envoyé une question. On répond sur ces fameux Greeters. Regardez. Yes. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'habite à Châteauroux, j'ai 26 ans et je me posais la question, qui sont les Greeters et comment on fait pour devenir Greeter? Un greeter. Alors, qu'est-ce que c'est un greeter? C'est un hôte. C'est un concept qui vient tout droit des États-Unis. Je vous expliquerai en deuxième partie pourquoi, justement, ça vient des États-Unis, deuxième partie de cette émission. C'est une personne, finalement, qui a du temps libre, qui n'est pas une professionnelle du tourisme et qui donne de son temps à ceux qu'il souhaite aux touristes pour visiter sa ville. Là où
cette personne est née pour faire découvrir des endroits peut-être différents. On a un circuit touristique si on va avec un guide touristique, mais là on va sortir de ces sentiers battus et ce greeter va nous expliquer pourquoi il aime sa ville, qu'est-ce qu'il y a de sympa à visiter, les bonnes adresses, les bons plans, les bons restaurants peut-être à déguster, et ça peut être jusqu'au bout de la nuit, pourquoi pas, s'il y a une affinité qui se crée, évidemment. Mais ne dites pas ça, moi je vais embaucher des greeters directement. Là, c'est quoi, Mais oui, parce que Grand fou. le tourisme, finalement, ça peut aller jusqu'au bout de la nuit pour découvrir vrai. Orléans, par exemple, au By petit night. matin. Ça peut être très, très Ah sympa. ouais. Il n'y a aucune notion de temps, aucune notion de prix, parce que tout ça, c'est bénévole. C'est vraiment le petit plus de ces fameux greeters. Et tout le monde peut devenir greeter. Vous, Frédéric, Ouais. vous, Émilie, Zoé, qui nous a posé la question, vous, à la maison, vous pouvez devenir greeter. Pas de condition? La seule condition, c'est d'avoir 18 ans. Bah oui. c'est Évidemment. logique. Mais c'est la seule condition pour devenir greeter. Et C'est en rapport avec les soirées qu'on passe avec les touristes? non, non, il faut être un peu autonome. Est-ce qu'on peut enlever ce petit panneau moins de 18 ans ça. derrière moi, s'il vous Ça plaît? risque Voilà, d'être merci bien. beaucoup. Hein, je ne suis pas interdit au moins de 18 ans. Mauvais jeu de mots. Bon. Et donc pour devenir greeter, Oui. vous pouvez vous renseigner tout simplement sur Internet déjà auprès de l'office du tourisme de votre ville. Vous allez sur le site Internet par exemple de la ville de Tours, www.tours-tourisme.fr, puisqu'en ce moment Tours recherche ses greeters. Donc pourquoi pas, Émilie, je sais que vous êtes une passionnée de la ville D'histoire. d'Orléans, une passionnée d'histoire. Vous pourriez faire découvrir l'histoire d'Orléans, même si on recevra tout à l'heure un greeter tout à fait sympathique et qui connaît très bien sa ville, qui s'appelle Jérôme, qui va venir nous parler d'Orléans. Il fait ça depuis 2 ans, mais ça peut être une solution. C'est bénévole, vous donnez de votre temps, ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être 1 heure par mois, vous le faites. Et puis moi je suis allé un petit peu plus loin, puisque vous savez que j'aime bien les applications. J'ai trouvé une application 100% locale qui s'appelle Welcoming France, C'est ça. qui a été créée Regardez. par 2 Loiretains, vous l'avez... Voilà, alors ça brille un petit peu, mais français sympa, je dis oui. Eh ben oui, voilà, ça c'est dans Loiret Magazine, hein, voilà. Ouais, parce que Hein, ces Loiretains, Loiret finalement, se sont aperçus Ouais. que la qualité des Français n'était pas forcément d'être accueillant. C'était pas une des premières qualités des, Oh, la des mauvaise Français. Ils ont décidé de créer cette application destinée à tous les gens sympas. Comment ça fonctionne? Vous créez votre profil sur l'application, vous la téléchargez gratuitement. Vous mettez où vous habitez, les langues que vous pratiquez, les sports que vous pratiquez également. Et vous vous mettez, par exemple, en mode accueillant. Vous êtes libre d'accueillir des gens en mode oui, c'est ce qu'on a vu sur, C'est ça, ouais. sur le petit livret. Et donc là, vous pouvez faire découvrir ce que vous voulez à ces personnes. Et si vous voulez aller, par exemple, dans un autre pays, à Barcelone, je ne sais pas, vous mettez en statut de visiteur. Et là, vous retrouvez sur une carte géolocalisée les Français qui sont près de chez vous, à Barcelone, qui sont près de vous et qui peuvent vous faire découvrir la ville, les petites adresses sympathiques, les coins sympathiques, jusqu'au bout de la nuit, évidemment, pourquoi pas. On insiste là-dessus. Ah bah c'est tout ce qu'on aime et on a hâte bien sûr de passer à cette deuxième partie, d'avoir un greeter, un vrai greeter sur notre plateau, ce qui sera le cas. Mais tout de suite, Jérôme. c'est Jérôme, oui, c'est ça. Pas le chanteur, hein, le greeter. On va retrouver Héloïse, notre greeteuse préférée à la collégiale Saint-Ours de Loches, bien évidemment. Je crois qu'on va parler patrimoine. Bah oui, on ne peut parler que patrimoine avec vous aujourd'hui, ma chère Héloïse. Et oui, pour mon plus grand plaisir et pour celui de nos téléspectateurs, je l'espère. En tout cas, moi, j'étais en train de me délecter de l'accent anglais de Charlie. Dites donc, beau travail, beau travail. Donc, je vous présente, on va dire, mon greeter à moi pour ce matin. C'est Véronique Lourme. Vous êtes responsable du service du patrimoine ici à Loches. Merci beaucoup de nous accueillir devant ce somptueux monument, vraiment 12e siècle, c'est ça, il a traversé tous ces siècles pour être encore ici. Et ici, on surplombe toute la ville de Loches, finalement. C'est un endroit stratégique au départ. Pourquoi on l'édifie ici, cette collégiale? Alors, c'est un choix même plus ancien que ce que vous disiez, puisqu'on remonte quasiment il y a 1000 ans. C'est le choix de Fulkenera, comte d'Anjou célèbre. Bien connu dans le secteur, effectivement. Et pour Loches, c'est vraiment le fondateur de cette ville de Loches telle qu'elle est devenue, avec une forteresse incroyable, l'une des plus grandes à l'époque, avec un donjon exceptionnel également. Exactement. Et cette collégiale va faire partie de ce grand programme de construction il y a 1000 ans. Donc on a encore aujourd'hui des vestiges de cette première collégiale de Fulkenera qui a été réaménagée effectivement au XIIe siècle. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que c'est un témoin de l'architecture du XIIe siècle parce que mine de rien, c'est ce qui reste aujourd'hui. Sa particularité, c'est la
pile en face de nous, ce sont ces deux dômes, ces deux triangles en fait devant nous. On appelle ça des dubs. Vous m'expliquez un petit peu, c'est quoi? C'est un terme très local qui est ancien, qui vient du latin. Je vous passe les détails. D'accord. Mais c'est un terme qu'on utilise toujours aujourd'hui pour qualifier ces deux pyramides octogonales très particulières, puisque c'est un exemple unique en France, même peut-être au-delà. La forme est exceptionnelle, mais surtout l'emplacement de ces pyramides sur la collégiale finalement et sur la nef de la collégiale. D'accord. Ouais. On va les voir aussi de l'intérieur, ce sera assez impressionnant. C'est un monument qu'on voit de partout quand on est dans Loches, en plus du donjon qui se trouve de l'autre côté et du logis royal. Finalement, c'est un ensemble fabuleux ici. C'est quand même une église aujourd'hui qu'il faut sauvegarder, pour laquelle il faut faire beaucoup parce que son état est en train de se dégrader à vitesse grand V. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un monument assez emblématique pour Loches, puisque ce profil un peu à 4 clochers en quelque sorte, c'est en tout cas l'effet que ça donne de l'extérieur, donne une sorte de signature du paysage de Loches. Et effectivement, cette église est malheureusement dans un état qui s'est dégradé au fil du temps et qu'il est nécessaire de restaurer de manière assez urgente maintenant. Pour continuer à parler un petit peu d'histoire, si on appelle ça collégial, c'est qu'à une époque, il y a eu une communauté ici, il y a eu des moines ici, c'est ça ? C'est ça en quelque sorte. Alors ce sont des moines qu'on appelle des chanoines plus précisément, puisqu'une collégiale c'est une église qui est non pas desservie par un prêtre ni par des moines réellement, mais par des chanoines. Ce sont en quelque sorte des moines mais qui ont un petit peu plus de liberté que les moines en clôture, on va dire, en sous la clos. clôture. Voilà. D'accord. Donc là on est en train de la longer aussi. Vous avez en tête les dimensions un petit peu de cette collégiale ? Question piège. Non, mais parce qu'elle est. On a plus de 20 mètres de haut pour les dubs, mais j'ai une très pour les mauvaise dubs. mémoire des chiffres. D'accord. Et je pense que les clochers, en tout cas les tours sont un petit peu plus hautes. Il y a énormément d'atouts dans cette collégiale. Ce qu'on sait, on le montrera, il y a le tombeau d'Agnès Sorel qui rend célèbre cette collégiale. Il y a aussi ce portail, on va le voir juste ici à l'intérieur. C'est quand même un édifice avec tout un tas de petites merveilles, de petites découvertes à faire à l'intérieur. Ce portail-là, déjà quand on entre, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on en dit de ce portail ? C'est quoi finalement ? C'est effectivement un portail d'entrée qui lui date bien du XIIe siècle et qui était l'un des mieux conservés de Touraine. Il a plusieurs particularités. Déjà, comme vous le voyez, il est peint. Donc cette polychromie qui est conservée en partie est aussi un élément exceptionnel. Et c'est sa représentation aussi qui fait son exception. Les éléments qu'il représente, notamment dans la partie haute du dernière arcature, on va dire. On a tout un ensemble de personnages féminins qui portent chacun un objet et qui, chacune, va représenter un des 7 arts libéraux qui sont les enseignements qu'on procurait à l'école. Et l'église était aussi un lieu finalement d'enseignement, ou à côté de l'église en tout cas. Et on le voit effectivement, c'est un portail qui aura besoin d'un petit coup de neuf, en tout cas d'une restauration. On va en reparler justement pendant toute cette émission. Frédéric, on vous retrouve à l'intérieur. On n'a plus que quelques pas à faire pour vous faire découvrir tout le reste. Vu de l'intérieur, vous allez voir, elle est aussi splendide que de l'extérieur. C'est impressionnant et chapeau, vous êtes un gritteur sur mesure, ma chère Héloïse. On vous garde, on vous valide, on dit oui, bien évidemment, Héloïse Brusa. On vous retrouve un peu plus tard dans notre émission et puis bien tout de suite avec Émilie et son invité. On le crie haut et fort, on aime la Loire propre, mais vous allez voir qu'il y a encore du boulot. Et notre invité pour parler de la Loire propre, bien évidemment, c'est Francis Quétard. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous êtes fondateur de l'opération J'aime la Loire propre, que vous avez imaginée il y a à peu près une dizaine d'années. Alors, moi qui adore me baigner dans les cours d'eau, j'habite en région parisienne, je me baigne dans la Marne, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu inquiète de savoir ce qu'il y a en dessous, et je veux même pas le savoir. Je suis effarée de ce qu'on trouve sur les bords de fleuves, de rivières, et à l'intérieur, je veux même pas savoir. On est bien d'accord, Héloïse? C'est un petit peu la catastrophe. Oh là là. Ne rien jeter de polluants, ne rien jeter de non biodégradable dans la nature, ça coule de source, si j'ose dire, sauf que non, l'état des cours d'eau n'est vraiment pas brillant et puis alarmant. En région Centre-Val de Loire, on en est à 21% seulement de nos cours d'eau en région Centre qui ont une eau de bonne qualité. Aïe aïe aïe, heureusement des gens s'investissent comme vous
depuis 10 ans dans la cause de la Loire propre. Qu'est-ce qui, à l'origine, vous a motivé pour lancer cette opération ? En fait, au départ, c'est d'abord une pollution visuelle. On voyait des tas d'ordures, on peut le dire, au bord de la Loire. Des dépôts sauvages, et puis il y avait des effets secondaires, puisqu'il y a ensuite une pollution chimique. Donc la Loire, au fur et à mesure des crues, embarque ces dépôts de détritus, et progressivement, il continue à polluer la Loire sur tout son cours d'eau, mais arrive ensuite dans l'océan. Et voilà, et là c'est la catastrophe. Depuis 10 ans, vous menez l'opération J'aime la Loire propre, c'est le premier week-end de mars, ça a eu lieu le week-end dernier, où des centaines de bénévoles se mobilisent. Et quel est, si vous l'avez déjà, le bilan de cette année 2019 ? En moyenne, chaque année, on est entre 3 000 et 5 000 bénévoles sur l'ensemble du parcours de la Loire. Pour le Loiret, on a été près de 1000 le samedi 2 mars et on a ramassé malheureusement encore 200 mètres cubes, environ 200 mètres cubes de détritus. Ça ne va pas mieux en 10 ans, vous n'avez pas vu... Non, en fait, je pensais qu'il y avait une amélioration, mais quand vous voyez ce qu'on a ramassé, il y a quoi encore... par exemple justement ? Qu'est-ce que vous avez ramassé ? Faites-nous peur. Oui, bien sûr. L'inventaire catastrophique. Là, on voit en ce moment à l'écran l'ensemble des déchets. Là, par exemple, sur le côté gauche, il y a un congélateur. Il y a des tas de ferraille, il y a des bouteilles en plastique, des bidons en plastique. On aperçoit un fût en fer. Il y a des éléments aussi, je crois, que les déchetteries ne prennent pas et du coup les gens les mettent... viennent vider un peu n'importe où. Oui, des matériaux qui sont refusés par les déchetteries. En fait, maintenant, avec l'ouverture de plus en plus nombreuse de déchetteries, on peut quand même déposer ces déchets assez facilement. Néanmoins, pendant plusieurs années, ça a été très difficile de se débarrasser des pneus. C'est maintenant possible. Et également, aujourd'hui, il y a des difficultés pour se débarrasser de produits dangereux comme les plaques de fibrociment amianté. C'est incroyable, et vous les retrouvez dans la Loire. Non, mais... Donc là, à côté de la benne qui passait à l'image, il y avait un tas de plaques en fibrociment qu'on a trouvé au Comment bord vous de la Loire. procédez pour récupérer ces matériaux qui sont peut-être au fond de la Loire pour certains ? En fait, avec les crues, la Loire forme des méandres. Donc, elle les dépose au fur et à mesure des crues. Cette année, la Loire était assez basse, donc on a pu aller assez loin dans l'eau pour les ramasser. Moi, je voudrais savoir comment vous financez ces opérations. C'est pas gratuit. Vous recevez des aides. Comment ça se passe ? Pour l'opération J'aime la Loire propre, on a des sponsors qui nous aident. Et l'opération a été reprise en 2014 par la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage. La Fondation nous aide sur plusieurs plans et globalement, je pourrais vous décrire l'organisation, mais l'organisation, elle est totalement couverte par les aides de la Fondation ou par des sponsors locaux. Pas de subvention de l'État ? On n'a aucune subvention de l'État. Bon. En dehors de l'aide financière qu'on peut vous apporter, qu'est-ce qu'on peut faire nous tous les jours ? Parce que ça, c'est le premier week-end de mars tous les ans, mais je crois que c'est tous les jours qu'il faut se mobiliser. Quel message vous auriez à donner aux gens pour arrêter les dégâts dans nos cours d'eau ? En fait, on a la chance de vivre près du dernier cours d'eau sauvage en Europe. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, soit sur près de 300 km. Ce sont des paysages magnifiques, on le voit encore à l'image. C'est un lieu de balade pour le week-end, donc c'est à chacun de faire attention à préserver ce magnifique environnement. Mais c'est aussi une question d'éducation, on est bien d'accord. C'est-à-dire on jette pas son Kleenex, j'allais dire, dans la rue, son mégot, et on jette rien dans les fleuves. Enfin, c'est... Oui, tout à fait. Progressivement, au fil des années, les messages passent. Il y a des changements de comportement, même si on trouve encore beaucoup de déchets. On retrouve moins de dépôts sauvages comme au départ. Donc il y a quand même une petite évolution, on va dire, ça va dans le bon sens. Mais il y a encore du boulot. Oui, c'est ça. Et on peut venir vous aider, on peut venir être bénévole avec vous ? Bien sûr, bien sûr. En fait, on prend
on prend tout le monde. On a des personnes de tous horizons, des sportifs, par exemple des randonneurs, des cyclistes. On a aussi des sports en salle comme le judo, ils sont aussi présents. On a des chasseurs, des pêcheurs, des riverains, des élus. Des gens qui sont concernés bien sûr par qui aiment aller sur les bords de Loire. Et puis qui sont en première loge pour profiter de ces espaces naturels exactement. et d'être motivés pour les préserver. Merci beaucoup Francis Quétard. Merci à vous. On reparlera bien évidemment de cette opération et de tout ce que vous faites pour le fleuve Loire, ce beau fleuve sauvage. Merci d'être venu nous voir. Et tout de suite, on va retrouver sœur Héloïse à la collégiale de Saint-Ours-de-la. Ça lui va bien. Avec ses copines. Voilà, elle va nous parler bien sûr patrimoine, culture. C'est à vous, ma sœur. Oui, je suis loin d'être une sainte, et vous le savez très bien, Frédéric. Par contre, les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, oui, sont des saintes parce qu'elles connaissent par cœur ce monument. Elles le défendent et elles se battent pour lui. Moi, je voulais qu'on parle quand même un petit peu de ce tombeau d'Agnès Sorel. Voilà, un des personnages illustres qui sont passés ici, mais il y en a eu plein d'autres finalement. Oui. Agnès Sorel, effectivement, on en parle toujours. C'est un symbole aussi dans cette collégiale, avec ce magnifique tombeau qui a été restauré d'ailleurs récemment. Mais effectivement, on a d'autres personnages, notamment Ludovic Sforza, qui était duc de Milan et qui, d'après les archives, est inhumé dans cette collégiale à l'issue d'une incarcération au donjon de Loches. Donc on est au début du XVIe siècle et voilà, on est en pleine époque de la Renaissance. Ludovic Sforza, mécène de Léonard de Vinci, on est en plein dans cette année. C'est lui qui l'a fait venir, il me semble, dans la région. En tout cas, c'est lui qui a impulsé la présence de Léonard de Vinci chez nous. Et comme on fête les 500 ans de la Renaissance cette année, c'était pas absurde d'en parler. Qui d'autre finalement est venu ici aussi? Viollet-le-Duc? Alors Viollet-le-Duc, oui, là on parle plus d'inhumation, mais il est venu ici dans le cadre des travaux de la collégiale au XIXe siècle. Il a déjà fait l'objet de restauration à cette époque-là, effectivement. Alors c'est bien que vous parliez un petit peu de toutes ces restaurations. C'est vrai qu'on le voit, ce tombeau-là, il est tout propre, tout beau, tout restauré, parce qu'il y a déjà eu quelques petites restaurations qui ont été faites ici, fort heureusement, dans cette collégiale, mais il en reste encore d'autres à faire, c'est ça. Mais il y a quand même eu des petites choses qui ont été faites un petit peu partout, on est d'accord. Oui. Après le tombeau qui était un point important, on a pu restaurer aussi de manière urgente quelques petits éléments, quelques vitraux, quelques peintures qui menaçaient vraiment de se détériorer et de se perdre complètement. Donc ces premiers travaux d'urgence ont été faits. Maintenant, on va entamer le gros programme sur plusieurs années. Et alors, le gros programme, je crois qu'il faut qu'on lève le nez pour tout de suite se rendre compte de ce qu'il y a à faire. Ces dubs dont on parlait à l'extérieur, eh bien les voici vu de l'intérieur. Et ben oui, il y a de l'humidité, c'est ça. C'est ça. Oui. On le voit très nettement sur ce qu'on appelle les pendentifs, c'est-à-dire un peu dans les angles en fait. Ces différentes mousses qui se sont installées ici, dues à des infiltrations d'eau. C'est la forme de ces dubs même qui implique ces infiltrations d'eau. C'est un véritable problème qu'il va falloir résoudre. Ouais, et ça va être la grosse priorité. En tout cas, c'est par ça que le projet de sauvegarde va démarrer. C'est ça. Dès cette année, dès 2019, on commence des travaux importants qui vont s'échelonner sur 3 ans pour ces dubs. Donc c'est déjà un très très gros chantier pour la mise hors d'eau finalement de ces dubs. Ouais, j'imagine. Alors pardon, je remarque également que il n'y a pas que là-haut qu'il y a de l'humidité, il y en a aussi sur les murs un petit peu partout. Là, pour le coup, j'ai plus l'impression que ça vient d'en dessous. Oui. Il y a cet autre problème-là. La remontée d'eau, donc c'est vrai que le problème d'humidité est général dans cette église. D'accord. Donc là aussi, j'imagine, va falloir intervenir aussi. Oui, le programme va s'échelonner sur plusieurs années. Après les dubs, on va entamer aussi les clochers, puisque de l'extérieur aussi, on peut voir que les clochers sont très abîmés. L'ensemble des murs. Et évidemment, après, ce chantier va se poursuivre vers l'intérieur, les façades intérieures évidemment, mais aussi tout le mobilier de l'église qui va être pris en compte. Ah bah justement, on va aller voir le mobilier et notamment une très très belle partie qui est vraiment en train de se déliter complètement. Moi, je voulais qu'on dise le temps qu'on s'y rende justement, qu'on parle justement de Loches, ville d'art et d'histoire. C'est ça, c'est un label que vous avez. On se permet, on monte sur l'hôtel. Et du coup, il y a quand même énormément d'édifices ici. Mais donc, évidemment, énormément de travail pour les entretenir. C'est ça. C'est un label du ministère de la Culture qui engage la ville à valoriser son patrimoine en faisant des visites guidées, en faisant le connaître, mais évidemment aussi en restaurant son patrimoine. Donc, on est énormément soutenu par le ministère via la Direction régionale des affaires culturelles pour tous nos travaux. Et évidemment, ici aussi pour... là, on arrive vers le maître-autel et je pense aussi à ce soutien de la DRAC sur ce sujet. Alors, maître-autel,
Il y a une partie en marbre, il y a une partie en bois doré. Oui, c'est un ensemble tout à fait remarquable. Au niveau de la région, c'est l'un des plus bels hôtels, maître-hôtel d'église dans la région, qui est composé de 2 éléments. Effectivement, un autel en marbre qui est surmonté d'un retable, d'un tabernacle, en bois doré. Ces 2 éléments sont probablement pas tout à fait de la même époque, 17e, 18e siècle. Quelque chose qui s'est reconstruit ici finalement pour cette collégiale et qui, comme vous le voyez, est très dégradé au niveau du marbre, mais aussi au niveau du bois. Les dorures sont très altérées et on a aussi, comme malheureusement dans beaucoup de lieux, des infestations d'insectes, etc. Donc tout l'ensemble est à reprendre. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, là, on s'attaque à un projet colossal qui va durer combien de temps finalement ? Il est difficile de le chiffrer exactement, mais on sait que si on dit 10 ans, on n'est peut-être pas complètement en dehors de la réalité. D'accord. En tout cas, plusieurs années. Voilà. Peut-être une bonne dizaine d'années. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup. On va continuer la visite, mais on va prendre un petit peu de hauteur, ma chère Frédérique. À tout de suite. Merci beaucoup, ma chère Héloïse. Puis j'ai appris un truc, les duves, je savais pas ce que c'était. Voilà, donc c'est un petit cours d'histoire parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Continuez à nous abreuver. L'architecture, oui. Exactement. À tout à l'heure, Héloïse. Merci beaucoup. Et tout de suite, avec Charlie, on va continuer à parler des Gritters, ces hôtes passionnés par leur ville, bien évidemment, avec notre invité du jour. Ça y est, on l'a attrapé. C'est un spécimen. Gritter, voilà. Gritter un jour, Gritter toujours. Bonjour, Jérôme Hacht. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes Gritter à Orléans. Ça fait 2 ans que vous pratiquez. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Bon, vous allez nous expliquer quelles sont vos spécialités. Mais avant cela, Charlie, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les Gritters. Forcément. Ah bah Qu'est-ce qu'un Gritter ? Vous avez vu, je le fais avec l'accent anglais. Oui, et moi antillais. Tout à l'heure, c'était Gritters. D'où ça vient ? Je vous ai dit que ça venait des États-Unis, mais pourquoi c'est né aux États-Unis ? Réponse dans cette vidéo, c'est parti, regardez. Ils sont bruyants, portent des tongs et vous gâchent le paysage. Ras-le-bol de partager vos vacances avec des hordes de touristes qui vous bousculent pour prendre des photos ? Nous avons la solution. Sortez des musées et faites appel à un gritter. Un quoi ? Un gritter, ou en français, un hôte. Le concept est simple. Une personne qui a du temps libre vous accorde 1 heure ou 2 pour partir en visite. Mais il ne se contente pas de vous emmener en balade. Le gritter a une bonne connaissance des lieux, beaucoup de bonnes adresses à vous recommander et souvent plein de petites anecdotes à vous raconter. Adios les troupeaux de touristes. Mais qui sont les Gritters ? Ben, ton voisin, ton grand-père, le facteur, en fait, tout le monde peut devenir gritter. La seule et unique règle à connaître, c'est qu'il faut avoir 18 ans. Bon, entre nous, beaucoup ont passé cet âge depuis un petit moment. Sur les 1700 gritters français, 60% sont retraités. Cette bonne idée nous vient de nos amis des États-Unis. Depuis 1992 à New York, on veut améliorer l'image de la ville, réputée trop dangereuse pour les touristes non initiés. Et très vite, le phénomène a gagné le monde entier. 34 pays sont déjà contaminés. Bulgarie, Allemagne, Ghana, Kazakhstan, Russie, Australie, Argentine, Japon, Royaume-Uni, entre autres. Donc, si vous voulez voir autre chose que les pyramides en Égypte, passez par un gritter. Pour une fois, vos photos de vacances ne ressembleront à aucune autre. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Les gritters sont gratuits. Bon, voilà, bonne explication de ce qu'est un gritter. Ouais. Jérôme, vous n'êtes pas né à Orléans. Ça fait une 15aine d'années que vous êtes arrivé à Orléans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir gritter ? Eh bien, ce qui m'a donné l'envie, c'est une curiosité naturelle, c'est l'envie de découvrir, de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel je me trouve. Ce que je vous avais dit, c'est je suis arrivé à Orléans pour le travail, donc il y a une 10-15aine d'années. Orléans qui a une histoire quand même, donc pour le coup. C'est ça, c'est une histoire. Et quand je suis arrivé, Orléans était en pleine transformation, donc on était en pleine transformation, embellissement des façades du centre-ville. Et ce que je comprenais pas, c'était pourquoi autant de styles. Enfin, beaucoup de questions auxquelles j'avais pas de réponse. Et donc en creusant un petit peu, donc en travaillant sur cette curiosité naturelle, j'ai appris que Orléans c'était une ville, une cité qui avait 2000 ans d'histoire, qui était intimement liée à l'histoire de France. Et finalement, toutes les anecdotes de rois de France, les anecdotes historiques, on en retrouvait une grande partie sur Orléans. Oui. J'arrive donc au gritter. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu l'envie ? Finalement, quand il y a 2 ans, il y a eu donc un appel à volontaires pour faire partie des gritters d'Orléans.
de mettre un cadre sur cette envie de partager, de faire découvrir la ville dans l'idée à un meilleur ami. Moi, j'étais tout de suite volontaire. Oui, c'est un peu ça, hein, l'idée de faire découvrir la ville comme ça bénévolement. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Quels sont les endroits indispensables à découvrir à Orléans, selon vous, et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez découvert et que vous avez eu envie de montrer? Alors là, on parle de l'intime, on parle de ce qui est important pour moi. Mais c'est ça qui fait aussi un bon greeter, c'est ce que vous aimez et ce que vous avez envie de partager. Ouais, tout à fait. Alors moi, déjà, je commence mes visites en donnant rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Ouais. Pourquoi? Parce que la cathédrale, je trouve qu'on a une cathédrale à Orléans qui est magnifique. Enfin, je suis chauvin, hein, je suis plutôt chauvin. Non, mais vous avez raison, elle est sublime. On la voit à l'image en ce moment, elle est extraordinaire. Et moi, en tout cas, elle m'inspire et donc... En fonction, ce qui est important aussi quand on fait une balade de greeter, c'est de s'adapter à l'envie, de s'adapter à ce que veulent, aux souhaits de visite des personnes qu'on rencontre. Donc, généralement, c'est la cathédrale, c'est peut-être la place du Martroi. Oui, c'est Orléans l'Ancien, j'imagine, c'est ça. Les bords de Loire. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça, oui. Ça peut être. Alors, il faut savoir que chaque greeter a sa spécificité, sa couleur, on va dire, son inspiration. Et la vôtre, c'est laquelle justement? Alors, moi, je suis dans le centre ancien. Enfin, je peux pas me présenter comme spécialiste du centre ancien. En tout cas, mon champ d'action, il est dans le centre ancien. Donc, on va dire, on va rester dans les enceintes primitives d'Orléans, donc ce qui va être le quartier pavé d'Orléans. Donc ensuite, si certains veulent faire de la photo, si certains veulent aller visiter les venelles, donc il y a des greeters. Donc Orléans beaucoup plus historique. Là, on a Antonine qui est très calée sur l'histoire d'Orléans. Alors vous avez l'air d'avoir quand même chacun vos spécialités. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'un appel à greeters qu'il y a eu sur Orléans. Est-ce que du coup c'est cadré? Je veux surtout côté historique, parce que vous dites que vous avez fait vos recherches, mais qu'est-ce qui garantit le touriste? Qu'est-ce qui garantit moi que ce que vous allez transmettre est exact? Vous avez raison. Et en fait, ce qui garantit, en ce qui me concerne, c'est la relation qu'on va créer avec celui avec qui on fait la visite. Donc moi, il n'y a pas de vérité vraie. Enfin, je ne suis pas un livre d'histoire. Ce que je partage avec ceux qui font la visite, c'est basé sur mon expérience, sur ma sensibilité. Mais c'est ce qui est bien, c'est subjectif, c'est ce qu'on a envie de découvrir quand on fait appel à un greeter. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que vous avez découvert, vous, en découvrant Orléans, par exemple, que la fontaine qui est rue Royale a été sculptée, ça, on l'apprend peut-être aujourd'hui, par Jean-Paul Belmondo. Ça, c'est une découverte. Oui. Non, par son papa. Non, par son papa. Pardon. C'est pas un très bon sculpteur, Jean-Paul Belmondo. Mais... Voilà, donc il y a une statue, on va dire, je déambulais sur la rue Royale, et puis une statue, donc au niveau du sushi shop, donc à l'angle rue Royale, rue du Tabour, la voici. Pas du tout mise en valeur, et donc sur ce côté-ci de la sculpture, on voit là sous le tibia de la Vénus, Belmondo, qui est écrit qu'on n'arrive pas à lire ici. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, c'est une blague parce que pour moi, Belmondo, c'était Bob Sinclair dans Le Magnifique. Et ouais, oh là là, quelle belle référence. Je vous kiffe. Je veux ce greeter tout de suite. Et donc Belmondo, mais je dis non, ça va pas. Enfin, puis la statue, pourquoi une statue comme ça qui est au niveau du sol? Et donc, comme documentant, la source que je peux citer, c'est la REP, donc un article de la REP. Donc c'est une livraison, je crois, de 1955, donc d'un artiste sculpteur Paul Belmondo, papa de Jean-Paul l'acteur et aussi de Paul le petit-fils. Voilà, donc et qui avait un atelier de sculpture dans l'Orléanais et qui donc a livré cette statue. Après, pour répondre à votre question, sera la dernière. Hein, je renvoie systématiquement vers des guides. Voilà. Quand vous ne savez pas, vous renvoyez aux professionnels, si je puis dire. Exactement. Voilà. Et il y a un site surtout pour avoir plus d'infos sur les greeters et pour faire appel à vos services, orléans.greeters.online. Pour en savoir plus, il y a d'autres anecdotes très sympathiques, on ne peut pas les dévoiler ici, mais que vous ferez un plaisir de dévoiler à ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à faire appel à Jérôme et aux autres greeters d'Orléans, évidemment. Et dans les autres villes, il y en a à Blois, Châteauroux, Tours et j'en passe. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Merci beaucoup, Jérôme Hacht. C'est un plaisir. Et c'est gratuit en plus, voilà, et c'est fait avec le cœur et comme vous le disiez, avec toute cette envie de faire découvrir la ville.
Si vous voulez nous faire découvrir certaines choses, vous pouvez le faire bien sûr par mail à l'adresse cvdl@ensemblec'estmieux.fr ou sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. Il est temps d'aller rejoindre Dame Héloïse avec peut-être, serait-ce Dame Véronique ou Dame Clotilde, je ne sais plus. Hein, dites-moi. Elles sont toutes les deux avec moi. Super. Justement. Super. Je les garde toutes les deux précieusement avec moi. Faut dire qu'on a la plus belle vue qui puisse exister, je pense, dans cette collégiale. On est au niveau de l'orgue et on a vu sur toute l'église. Et c'est pas pour rien qu'on est monté ici pour vous présenter cet orgue. Lui aussi, il va être concerné par la restauration, par le projet de sauvegarde. Ouais. Bien sûr, le projet étant vraiment complet, on va essayer d'aller jusqu'au bout et le mobilier tel que l'orgue en fait largement partie. Il a l'air plutôt en bon état pourtant, je trouve, enfin vu d'extérieur. Alors c'est trompeur parce qu'on apparence il a l'air en bon état, mais toute sa mécanique et l'électronique ou l'électrique, le système électrique qui est à l'intérieur est particulièrement défectueux. Donc on ne peut pas jouer malheureusement les grands morceaux qu'on aimerait pouvoir jouer dans cette collégiale à de belles occasions. On est très très limité et vraiment cet orgue est presque à refaire. D'accord, ça marche. Alors depuis le début de cette émission, on explique qu'il y a beaucoup à faire. Je crois qu'au tout début de l'émission, j'ai dit que le montant global de ce qu'il y avait à faire ici s'élève à 6 millions d'euros. Clotilde, c'est à vous de me corriger si je me trompe. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, 6 millions d'euros. C'est énorme. Absolument. Et c'est là que vous avez un rôle à jouer dans toute cette histoire. C'est que vous êtes à la tête du fonds de dotation. Oui. C'est ça. Alors ça veut dire quoi ? C'est quoi votre mission à vous ? Alors en fait, la mission du fonds de dotation est d'aider à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine lochois. D'aider ceux qui sont propriétaires finalement, parce que ce bâtiment-là, il appartient à la mairie, cet édifice. Tout à fait. Et la mairie ne va pas pouvoir assumer toute seule. Absolument, parce que Loches est une ville d'à peine 7000 habitants, donc c'est une, malgré tout, petite ville qui n'a pas les moyens suffisants pour entretenir son patrimoine, sachant que la ville de Loches détient un patrimoine absolument exceptionnel, parce que là, vous voyez la collégiale, mais il y a également d'autres monuments. Oui, on l'a un petit peu dit, mais... Comme la Porte Royale, voilà. Donc, en fait, c'est surtout un projet commun, c'est-à-dire que la ville de Loches met énormément de moyens dans cette opération, mais si tout le monde ne s'y met pas, ça peut pas fonctionner. Donc on a immanquablement besoin de l'aide de l'État, mais également de tout fonds privé, public, de particuliers, d'entreprises. Tout le monde, si tout le monde met la main à la pâte, on peut y arriver. Et donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Déjà... C'est bien, vous êtes pleine d'espoir. Ça va marcher, du coup, ça va marcher, c'est sûr. Déjà, sur cette opération de la collégiale, le fonds de dotation a mis en place des moyens assez exceptionnels aussi. Déjà, en signant dans un premier temps une convention tripartite. Oui. Alors, ça veut dire quoi ? C'est une convention que nous avons signée avec la Fondation du patrimoine, la mairie de Loches et le fonds de dotation. D'accord. De façon à communiquer beaucoup plus largement et de dépasser les frontières du Lochois et de porter à la lumière cet édifice au niveau national. C'est ça, de le faire connaître vraiment partout pour qu'un maximum de personnes vous aident. Tout à fait. Okay. Parce que dans un second temps, nous allons également nous avons soumis la candidature de la collégiale à la mission Berne pour le prochain loto du patrimoine. Donc on espère aussi que de cette façon, on va pouvoir communiquer beaucoup plus largement et puis surtout pouvoir bénéficier d'une aide financière pour cela. Et puis également des fondations d'entreprises. Avec lesquelles vous avez déjà l'habitude de travailler, puisqu'on parlait du tombeau d'Agnès Sorel ce matin, mais je crois que c'est la Fondation de la Banque Populaire qui vous a aidé pour ça. Et vous allez démarcher plein d'autres entreprises, j'imagine, plein d'autres fondations d'entreprises pour recueillir... Voilà. L'idée, c'est de solliciter un maximum de personnes et ceci se fait également avec l'aide de tout le monde, c'est-à-dire que il y a également l'association des commerçants de Loches, l'association des entreprises locales. On est porté aussi par une communication locale, mais plus largement dès que c'est possible. Et alors, si moi, qui l'aime et qui l'adore cette collégiale, si moi j'ai envie de faire quelque chose, je fais comment ? Eh bien, vous pouvez tout à fait nous donner de l'argent, par exemple. C'est comme au Téléthon, on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut. Absolument, c'est ça. absolument. Il n'y a pas de petites sommes. Chacun peut donner à la hauteur de ce qu'il peut. Il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est que tout don est défiscalisable, aussi bien pour un particulier que pour une entreprise. Donc 60% ou 66% pour les particuliers. Donc ça, c'est un levier qui est aussi intéressant.
Et donc, vous prenez contact via notre site internet et là, vous avez toutes les explications. Mais surtout, vous savez, le Loches détient un patrimoine qui ne concerne pas que les Lochois. Il est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a énormément de personnages illustres qui sont passés sous cette porte pour cette entrée, comme vous l'aviez dit. Mais il y avait aussi Jeanne d'Arc, il y avait aussi François Ier, il y avait aussi, donc on a dit Viollet-le-Duc qui a quand même dit que c'était un édifice d'une étrange et sauvage beauté, unique au monde, n'est-ce pas? Donc il faut venir à Loches pour pouvoir découvrir ce patrimoine absolument exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut s'unir et aider à la sauvegarde de ce patrimoine. Ce serait trop dommage de le perdre. On est entièrement d'accord. Et quelle ambassadrice vous faites, elle est parfaite. Est-ce qu'elle vous a convaincu, Frédéric? Moi, je suis sous le charme. Elle a déjà répété tous ses arguments. On est d'accord. Le discours, il est prêt. Elle est trop forte et oui, bien sûr qu'il faut encourager voilà les dons et elle l'a dit, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de gros dons, il y a simplement l'idée d'aider, d'encourager un édifice qui a séduit les plus grands tout au long de l'histoire. Il faut continuer bien sûr à être séduit par des lieux comme ça. Donc bien sûr, on sait que les temps sont durs, voilà, mais on vous encourage si vous le pouvez à faire un petit don, un petit geste pour cette magnifique collégiale. On vous retrouvera, ma chère Héloïse, pour un dernier duplex et tout de suite, on va vous emmener à la rencontre d'un créateur ligérien en cuisine. Il s'agit de Christophe Hay. Il est chef cuisinier à la maison d'à côté, à Montlivaud. C'est un amoureux de la région. Vous allez voir, il travaille les produits, les légumes de son jardin, les poissons de la Loire. Et c'est son histoire en région Centre-Val de Loire. Bonjour, je suis Christophe Hay, le chef du restaurant La Maison d'à côté à Montlivaud et également chef du côté bistrot, donc voilà, deux points de restauration. Alors je suis né dans la région puisque je suis né à Vendôme. Ensuite donc j'ai fait mon lycée hôtelier à Blois. J'ai quitté ma région en avril 2002 donc pour une belle raison puisque du coup j'ai intégré les équipes de Paul Bocuse. Donc je l'ai rencontré à Lyon, à Collonges et puis ensuite je suis parti pour lui à Orlando en Floride. Donc 5 années aux États-Unis. Parce que Paul Bocuse, c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé sur ma façon de gérer mes équipes aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'inspire tous les jours et à qui je pense tous les jours. Le fait de revenir dans sa région, c'est aussi s'inspirer de son enfance et de son terroir. Nous, si aujourd'hui on a cette cuisine qui est tournée sur les poissons de Loire, c'est aussi puisque j'avais envie de valoriser ces poissons, envie de valoriser tous ces produits et je me suis entouré de tous ces petits producteurs et de ces richesses locales. Le jardin, c'est une source d'inspiration. C'est un lieu qu'on a démarré très tôt en fait, puisqu'on a eu une première parcelle dans le village qui faisait 1000 mètres carrés. La rosée du matin, regarde. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, toute l'équipe descend au jardin, s'inspire de tout ça. Donc c'est à la base ma philosophie, ma volonté. Le lien, ça va être le jardin et la Loire, puisqu'on va travailler avec le brochet. Et cette laitue, vous allez voir, on a un petit pickles de boutons de pissenlit. Donc les boutons de pissenlit, on les ramasse au printemps et on les met dans le vinaigre, comme les cornichons. Donc voilà, on aura un lien entre la pêche, puisqu'on aura la Loire, et puis la nature. Aujourd'hui, Montlivaud, c'est un petit village situé entre Blois et Chambord. Donc voilà, c'est pas un village mort. Et moi, ça me permet justement d'être à l'image de ce qu'est la maison aujourd'hui, un lieu, un village paisible, un endroit où on se sent bien, où on se pose et où on vient passer un moment de gastronomie. Eh bien voilà, comme quoi tous les poissons de la Loire ne sont pas remplis de plastique ou d'amiante et heureusement qu'il y a des chefs comme ça qui vont trouver des beaux produits, des produits locaux et qui les transforment de manière sublime. Allez, sans transition tout de suite, on va parler de la trêve hivernale. Et oui, c'est vrai que c'est la fin, la trêve hivernale, le 31 mars, c'est ça? Oui, enfin fin mars en tout cas, on va dire. Elle avait démarré le 1er novembre 2018. C'est une loi qui prévoit qu'un locataire ne peut pas se faire expulser de son logement pendant cette fameuse période.
même si une mesure d'expulsion a été prononcée par la justice. On fait le point avec notre avocate. Elle saura me dire si c'est le 31 ou après ou avant. Vous allez voir. C'est parti. Et notre avocate aujourd'hui, c'est Zéna Mardini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate à la Cour d'Orléans. Merci d'être avec nous. Alors, on va évoquer grand plaisir. Avec vous, on va évoquer cette fameuse trêve hivernale. C'est vrai qu'on l'entend souvent, mais on ne sait pas forcément d'où elle vient, ce qu'elle implique. Alors d'abord, elle a démarré quand, cette trêve ? Alors, cette trêve hivernale, elle a démarré dans les années 50. En fait, en 1954, déjà, on avait l'abbé Pierre qui avait vraiment lancé un appel au secours au gouvernement par rapport aux expulsions qui se passaient pendant des périodes très rudes. Et de là a découlé une loi en 1956 qui a instauré cette trêve hivernale et qui suspend toute expulsion d'un locataire pendant une période précise. Donc cette année, rappeliez, c'était du 1er novembre au 31 mars 2019. Beaucoup. Voilà, donc à compter du 31 mars, toute personne, en tout cas faisant l'objet d'une procédure d'expulsion, peut se retrouver. C'est une personne qui n'a pas payé son loyer, par exemple. Oui, c'est ça. Dites-nous qui ça concerne. Ça concerne essentiellement des locataires qui sont en situation d'impayés. Okay. Mais il n'y a pas que ça. On peut penser à tort que c'est que des impayés de loyer, mais il y a également un locataire peut faire l'objet d'une procédure d'expulsion parce qu'il ne respecte pas son obligation d'assurance, parce que vous êtes obligé quand même d'assurer votre logement quand vous êtes locataire. Un locataire qui fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour des troubles de voisinage. Donc il y a beaucoup d'exemples. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais en règle générale, la majorité des cas et des dossiers, ce sont des dossiers d'expulsion pour impayés de loyer. Et alors, qui n'est pas concerné par cette trêve hivernale ? Il y a des les locataires qui ne sont pas concernés sont... Enfin, en tout cas, les locataires qui sont dans un immeuble qui fait l'objet d'un arrêté de péril. On ne peut pas, même s'il y a une trêve hivernale, l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril, il y a un danger qui est imminent, on ne peut pas dire, voilà, il y a trêve hivernale, on ne peut pas expulser. Il y a également les locataires qui ont dont le relogement a été garanti, parce qu'il faut savoir, quand vous faites l'objet d'une procédure d'expulsion, le préfet est au courant, l'assistante sociale est au courant, enfin vous êtes convoqué à plusieurs rendez-vous, voilà, on essaye de trouver des solutions. Donc s'il y a une possibilité s'il y a un relogement qui est garanti, on peut faire abstraction de cette trêve hivernale. Et il y a aussi les squatteurs. Les squatteurs bénéficiaient avant de la trêve hivernale, ce n'est plus le cas. C'est terminé. Non, c'est terminé parce que les squatteurs, ce ne sont pas des locataires, non, il n'y a pas de contrat de bail, ce sont des gens qui sont entrés pour la plupart du temps par voie de fait. Voie de fait, en fait, par effraction, par exemple, tout simplement. On ne peut plus depuis. Alors c'est la loi Elan qui a été votée, je crois, en 2018 de mémoire, qui ne permet plus aux squatteurs de rester même pendant la période hivernale, enfin la trêve hivernale. Alors, quand on est confronté à cette expulsion, parce que qui dit trêve hivernale dit expulsion, hein, on est bien d'accord. Bon, il faut aussi penser aux bailleurs. Hein, on parle beaucoup des locataires, mais il y a des bailleurs, des petits bailleurs, qui se retrouvent aussi dans des solutions de précarité. Hein. Tous les propriétaires sont pas très riches, donc forcément, ça a des conséquences pour les uns et pour les autres. Alors, quels sont les recours à la fois pour ceux qui sont expulsés et ceux qui souhaitent expulser, si je puis dire ? Alors, dans un premier temps, pour le bailleur, lorsqu'il a un mauvais payeur, enfin son locataire ne paye pas ses loyers, il faut pas attendre, il faut pas du tout qu'il attende, il faut qu'il lance cette procédure d'expulsion. Qu'on soit dans la trêve hivernale ou pas, on peut lancer la procédure. Ce qui est vraiment interdit pendant la trêve hivernale, c'est vraiment l'action d'expulser. Mais on peut pas pendant ça n'empêche pas le bailleur de lancer cette procédure, du moins lancer la procédure au tribunal. Enfin voilà, c'est une ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Mais le bailleur, faut pas qu'il attende, qu'il se dise trêve hivernale, je peux pas aller devant le tribunal. Non, ce qui vraiment cette période n'empêche uniquement cette action d'expulsion. Okay. Pour le locataire, il faut pas perdre de temps aussi. S'il fait l'objet d'une procédure d'expulsion, effectivement, il est protégé par cette trêve hivernale, mais ça veut pas dire que pendant cette trêve hivernale, il se dit je suis tranquille, il va rien m'arriver, je peux rester, il n'y a pas de souci. Il faut que pendant que ce soit d'ailleurs pendant la trêve ou en dehors de la trêve, il n'a aucune possibilité de relogement, s'il est vraiment dans une situation compliquée, il faut pas perdre de temps. Vous avez la possibilité, quand vous avez fait l'objet donc d'une procédure d'expulsion et que le juge ordonne votre expulsion,
de saisir ce qu'on appelle ensuite le juge de l'exécution pour solliciter des délais pour quitter les lieux. Donc, trêve hivernale ou pas, ça ne vous empêche pas de saisir ce juge-là, du coup, pour demander... Alors, il faut, bien entendu, il ne faut pas juste se présenter devant le juge et dire, bon, je vais obtenir des délais. Il faut justifier la situation qui est quand même qui peut être très compliquée, que ce soit pour le locataire ou même pour le bailleur. Alors, je voulais rappeler quelques associations qui vont vous permettre, bien sûr, d'y voir plus clair, de vous renseigner. Il y a l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Voilà, on vous mettra, bien sûr, les coordonnées sur notre page Facebook. La Fondation Abbé Pierre, qui est à l'origine de cette loi, bien évidemment, avec une plateforme téléphonique, Allo Prévention Expulsion. Et puis, il est également possible de se rendre à la Maison de la Justice et du Droit, qui est située à la source, pas très loin de chez nous. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire appel à un avocat. C'est aussi la bonne idée, que vous soyez locataire ou propriétaire. Et puis pour bien continuer la discussion, enfin j'espère que vous n'allez pas être débordé d'appels ou de mails, vous pouvez bien sûr contacter les avocats, ordre avocat au pluriel 45@wanadoo.fr et vous aurez bien sûr des renseignements complémentaires. Merci beaucoup Zena Mardini d'être venue nous voir. Merci à vous, merci de m'avoir invité encore une fois. Avec grand plaisir, puis on vous réinvitera, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, tout de suite on va rejoindre notre Héloïse, toujours à la collégiale pour voilà une dernière petite prise de contact. Oh, il y a du vent dans les voiles, ça souffle. Exactement. Oui, il y a un petit peu de vent, mais on est sur un éperon rocheux, c'est pour ça. Je voulais terminer très rapidement en vous indiquant d'aller sur le site loche-patrimoine.fr. C'est là-dessus que vous trouverez les contacts et les infos pour éventuellement donner si vous souhaitez aider cette collégiale. Je vous ai aussi mis le site internet de la ville de Loches pour vous parler bien sûr de cette collégiale, mais aussi pour vous présenter un petit peu tous les autres monuments qui sont à découvrir ici à Loches et qui sont à visiter. Précisément, cette collégiale, elle va rester ouverte pendant les travaux et il y aura même des visites très particulières cet été, des visites nocturnes et il y a plein d'autres choses à découvrir à Loches. Si jamais ça vous avait échappé tout au long de cette émission, on en a pas mal parlé. Vraiment, je vous encourage à venir jusqu'ici, venir visiter tous ces monuments absolument superbes et vous n'avez quasiment rien vu ce matin. Waouh, merci beaucoup Héloïse. On va venir bien évidemment et vivre le patrimoine français. Thank you so much, say the greeter. Voilà, Charlie. Allez, l'émission est terminée. On vous souhaite une très très belle journée sur France 3 Centre Val de Loire. Dans quelques instants, votre 12-13, bien évidemment. Nous, on se retrouve bientôt, ça vous va, Émilie, Charlie? Demain. Ok. Voilà. Allez, c'est super. Prenez bien soin de vous. On vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Au revoir.